Il y a de nombreuses années, le protagoniste Yoma a été témoin d'une scène horrible où 2 de ses proches frères et sœurs ont été tués par un monstre. Il était trop choqué pour faire quoi que ce soit pour combattre le monstre, et il était sur le point de l'emmener aussi. Mais ses frères et sœurs ont utilisé leur dernier souffle pour le sauver et le laisser s'échapper. Depuis lors, il nourrit une haine envers les monstres. Ces monstres sont des âmes d'un autre monde qui se sont égarées dans le monde des humains et possèdent des objets pour exister. Ils sont donc collectivement appelés objets possédés ou monogatari. Maintenant, Yoma est devenu assez fort pour affronter un monogatari. Son grand-père est responsable d'aider les monogatari bénins à retourner dans leur monde. La police est au courant de cela, mais laisse toujours ces cas au clan d'exorcistes. Son grand-père a seulement besoin de parler aux monogatari, réciter une incantation pour les faire posséder un objet, puis les ramener pour les vénérer. La police s'est souvenue que Yoma chassait également un monogatari. Mais son grand-père croyait que son neveu utiliserait le dialogue au lieu de la violence. Cependant, lorsqu'il est allé vérifier, il a trouvé Yoma en train de battre le monogatari et de le maîtriser. Son grand-père a dû appeler un autre clan pour s'occuper de Yoma pendant un certain temps. De retour à la maison, Yoma a expliqué qu'il avait agi de manière préventive pour empêcher le monogatari de causer du danger. Son grand-père a fait valoir que tous les monogatari ne sont pas mauvais, et que Yoma devrait d'abord observer leurs actions et n'utiliser la force qu'en dernier recours. La plupart des monogatari veulent juste rentrer chez eux, et leur travail est d'écouter leurs souhaits et de les aider. Mais Yoma attaque immédiatement tous les monogatari qu'il rencontre, et les force à se confiner sans dire un mot. Yoma croit qu'il n'a pas tort, disant que suivre l'approche de son grand-père dans le passé a conduit à sa perte. Son oncle voit que Yoma n'a pas lâché sa rancune contre Monogatari. Il pensait que Yoma pourrait surmonter cela, mais puisqu'il n'a pas été réceptif, son grand-père va maintenant prendre des mesures drastiques. Il a parlé à Yoma de cas spéciaux de Monogatari bénins, qui peuvent contrôler leurs instincts et sont autorisés à vivre librement. Une de ces familles spéciales de Monogatari vit avec un maître humain. Et à partir de demain, Yoma devra vivre avec eux sous prétexte de les surveiller. C'est la solution de son grand-père pour le changer. Si Yoma refuse, son grand-père révoquera son titre d'exorciste. Yoma a ensuite dû faire ses bagages, ne comprenant toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Il a regardé la photo de ses frères et sœurs, incertain de l'emporter avec lui. Yoma est arrivé plus tard à Kyoto. Son grand-père lui avait parlé de la personne avec qui il vivrait, Batan. Il devrait apprendre à reconsidérer sa vision de Monogatari là-bas. Les Monogatari spéciaux étaient en train de supprimer d'autres Monogatari indisciplinés. Quand ils se sont souvenus que quelqu'un de nouveau arrivait aujourd'hui, alors ils se sont précipités chez eux. Quand Yoma est arrivé à la maison, il a rencontré 2 Monogatari, Aori et Kuzi. Il savait qu'il était Monogatari et était visiblement méfiant. Batan, encore étudiant, n'était pas à la maison. Les 4 autres sont revenus, Kagami, une fille aux cheveux roses, Suzuri, un jeune homme aux yeux dorés, Yubu, la sœur aînée, et Naji, le frère aîné cool. Aori a expliqué qu'il était 6 Monogatari au service de Batan, mais qu'il l'accueillerait toujours. Yoma a immédiatement déclaré qu'il détestait Monogatari, et n'avait pas l'intention de se lier d'amitié avec eux, il ne devrait donc pas se donner la peine de l'accueillir. Il se tiendrait seulement à l'écart et observerait. Naji savait que Yoma dirigeait mal sa colère. Mais quand Yoma les a accusés de tromper Batan, Naji s'est mis en colère et les 2 camps ont décidé de régler ça à coups de poing. Naji a interdit à quiconque d'interférer, et Aori n'a pas pris la peine de les arrêter, voulant voir comment cela allait se dérouler. Naji a manifesté 2 épées, disant qu'il ne frapperait qu'avec le côté plat pour blesser Yoma suffisamment. Yoma a reconnu cette technique comme un signe qu'il avait atteint un niveau dangereux. Il avait donc besoin d'utiliser ses armes. Alors que Naji chargeait vers l'avant, ses épées se sont soudainement cassées en 2. Yoma avait sorti 2 anneaux laissés par ses frères et sœurs qui pouvaient être utilisés pour attaquer Monogatari. Les 2 camps ont continué à se battre sans céder. Bien que les observateurs pouvaient dire qu'aucun n'utilisait toute sa force. Soudain, YQI a reçu un message disant que Batan rentrait à la maison et a informé Aori. Elle a fait signe à tout le monde d'intervenir et de les arrêter tous les 2. Mais ironiquement, il y a eu un malentendu, et ils ont tous ciblé Yoma simultanément. En conséquence, il a reçu 4 coups et a estimé que cela prouvait que l'on ne pouvait pas faire confiance à Monogatari.
Quand Batan est rentré à la maison et a demandé ce qui s'était passé, tout le monde est resté silencieux. Yoma a réussi une brève salutation avant de s'effondrer. Et ainsi a commencé la vie du Monogatari, une fille proche d'eux et un garçon qui les détestait. Batan l'a ensuite fait entrer et s'est excusé de ne pas l'avoir attendu si tôt. Mais il a considéré cela comme sa propre négligence. Bien qu'il ait dit qu'il n'était pas en colère, ses yeux effrayants ont fait légèrement tressaillir Batan. Son grand-père l'avait laissé ici pendant 1 an pour en apprendre davantage sur Monogatari. Il avait donc juste besoin d'apprendre l'étiquette de base. Il ne croyait pas que Batan pouvait gérer 6 Monogatari par elle-même. Soudain, il a remarqué qu'une personne manquait concernant Nagi. Il était accroché dehors. Il n'acceptait pas d'être puni alors que Yoma était attaqué par tout le monde. Mais comme c'est lui qui a déclenché le conflit, c'est lui qui est puni. Yoma a remarqué que Batan ne connaissait pas grand-chose aux exorcistes comme lui. Son clan empruntait le pouvoir à la divinité qui gouvernait la frontière entre les royaumes humains et Yakei. Donc pour Monogatari, les exorcistes étaient comme la police. Cependant, alors que son grand-père était comme la police ordinaire. Il était comme la police militaire faisant des distinctions extrêmement strictes. Il a suggéré que Batan était trompé par ces monstres. Ce qui l'a mise en colère et elle a refusé d'accepter que sa famille soit traitée de monstre. Elle lui a donné 3 jours pour s'intégrer et accepter d'être un membre adjoint, sinon il serait renvoyé chez lui. Mais son grand-père l'avait averti que partir tôt lui coûterait son poste. Ne comprenant pas ce que signifiait l'intégration, il a demandé, mais les Monogatari sont simplement partis sans répondre. Nagi s'est échappé de ses liens pour entrer et le provoquer, disant que Batan était trop miséricordieuse en lui donnant 3 jours. De plus, il ne voulait plus causer de problème car se battre coûterait à Yoma ces 3 jours. Il voulait que Yoma le suive pour qu'il puisse lui enseigner. Alors que Batan pensait qu'elle avait peut-être été trop dure, Yori pensait que c'était approprié. Nagi emmenait Yoma à la chasse aux monstres. La condition de leur liberté était de laisser les exorcistes emprunter leur pouvoir pour supprimer les autres Monogatari. Si Yoma l'aidait, il parlerait à Batan en son nom. Quand Yoma l'a accusé d'éviter le travail, Nagi a affirmé qu'il essayait de se lier d'amitié avec lui. Yoma a remarqué l'indifférence de Nagi à l'idée de chasser sa propre espèce. Et Nagi a confirmé qu'il n'aimait pas ce travail. Oui, c'était un sale boulot, mais les 6 étaient prêts à faire ce sale boulot juste pour rester aux côtés de Batan. Ils ont plus tard trouvé une tanière de Yakuza attaquée par un Monogatari. Quand ils s'est tournés pour les attaquer tous les deux, Nagi et Yoma ont travaillé ensemble et ont réussi à le sceller. Nagi a remarqué la réaction allergique des Yoma et a pensé que c'était parce qu'il détestait tellement les Monogatari. Mais ce n'était pas ça. Sur le chemin du retour, Yoma a parlé à Nagi du Monogatari parapluie qui a coûté la vie à ses frères et sœurs. Il ne comprenait pas pourquoi les informations à ce sujet étaient si confidentielles. Alors il voulait faire de son mieux pour devenir le chef de clan et retrouver des informations à ce sujet. Le lendemain matin, Yoma s'est réveillé tôt pour s'entraîner lorsque Batan l'a appelé pour le petit déjeuner. Mais il voulait d'abord terminer l'entraînement. Pendant le repas, il ne mangeait que la portion donnée sans en demander plus. Ce qui lui donnait l'impression qu'il était trop rigide. Yoma avait fait une liste s'il obtenait des signatures de soutien de la majorité pendant son séjour. Il pouvait continuer à rester. Aujourd'hui, il travaillerait avec Suzuri et Kagami. En raison de sa nature rigide, Batan craignait qu'il ne s'entende pas avec Suzuri. Car Suzuri essaierait constamment de draguer des filles à chaque fois qu'il sortait. Yoma pensait que Suzuri trompait les humains, mais Suzuri essayait juste de se faire plus d'amis. Quant à Kagami, elle mangeait dès que possible. Ce qui le mettait également en colère parce que les Monogatari n'ont pas besoin de manger. Et les actions des deux semblaient comme s'il essayait de faire semblant d'être humain. Cependant, les deux ont expliqué qu'ils voulaient juste mieux comprendre les humains pour mieux servir Batan. Alors ils espéraient qu'il arrêterait de les regarder comme ça. Il a compris et accepté le flirt de Suzuri comme un passe-temps et le fait de manger comme un moyen de reconstitution d'énergie. Il l'emmènerait rencontrer un Monogatari et espérait qu'il ne les regarderait plus. Plus tard, tous les 3 sont allés rencontrer Yejin, un Monogatari qui souhaitait devenir un cas spécial. Elle était un mortier à broyer la médecine possédée. Suzuri ne lui a posé qu'une seule question pour tester pourquoi elle voulait devenir un cas spécial. Elle a répondu qu'elle ressentait un sentiment de familiarité et voulait rester dans le monde actuel. Sa réponse a été approuvée, mais Kagami avait encore besoin d'utiliser le miroir de visualisation Yakei pour vérifier si elle avait un passé suspect.
À travers le miroir, elle a été jugée sûre et sans antécédent criminel, elle pouvait donc rester. Suzuri emmènerait alors Yejin avec lui et a demandé à Yoma d'appeler Batan pour voir s'il avait besoin d'acheter quelque chose. En entendant le nom de famille de Batan, Yejin a soudainement paniqué et a attaqué Suzuri. Yoma s'est précipité pour sauver Kagami et a maîtrisé Yejin. Alors qu'il était sur le point de la sceller, il a entendu sa raison de paniquer, elle avait entendu parler de Monogatari de la maison de Batan attaquant leur propre espèce et a eu peur. Suzuri est revenu et a expliqué la situation, ce qui a permis à Yejin de lui faire suffisamment confiance pour le suivre. Kagami a remercié Yoma et a expliqué comment les cas spéciaux seraient traités. Ce soir-là, il a laissé Kagami s'asseoir sur son dos pendant qu'il s'entraînait. Batan s'était habitué à sa personnalité rigide, et maintenant 3 signatures sur 6 avaient été recueillies sur la liste d'acceptation pour que Yoma reste. Le lendemain matin, Yoma s'est réveillé en réalisant que c'était le 3e jour et qu'il n'avait que la moitié des signatures requises. Pendant ce temps, 4 Monogatari de la région nourrissaient depuis longtemps des rancunes contre les Monogatari de la maison de Batan, n'aimant pas la façon dont ils suivaient les humains pour chasser leur propre espèce. En se lavant le visage, Yoma a rencontré Batan qui voulait prolonger sa date limite, mais il voulait assumer la responsabilité de la situation dans laquelle il s'était mis. Les 3 qui ont signé lui ont dit qu'il ne restait que YQU, car Iori et Kusei n'avaient pas protesté dès le début. YQU avait des impressions particulièrement mauvaises de lui et était assez froide, ce qui faisait d'elle l'obstacle le plus difficile à surmonter. Cependant, en y réfléchissant, les personnalités de YQU et Yoma étaient assez compatibles, donc le reste pourrait dépendre du destin. Quand Yoma est allée rencontrer YQU, elle avait déjà fini de s'occuper elle-même des affaires de scellement. Elle a directement déclaré son aversion pour ses actions et ses paroles du premier jour, et pour avoir fait pleurer Batan. Elle lui a donné 2 choix, abandonner ou la convaincre sincèrement sur place pour obtenir sa signature. Elle a ensuite libéré de l'énergie spirituelle autour d'eux, ce qui a attiré les 4 Monogatari hostiles. Nagi a remarqué et savait que Yoma aurait des problèmes si YQU était sérieuse. Yoma n'arrêtait pas de s'enfuir sans riposter tandis que YQU lui lançait continuellement des aiguilles géantes. Quand son écharpe a été touchée, elle s'est immédiatement enroulée. Elle voulait qu'il attaque plutôt qu'il ne fuit. Elle a ensuite invoqué plusieurs épingles à cheveux et les a lancées vers Yoma, mais il n'a toujours montré aucune résistance. Quand elle a commencé à critiquer ses préjugés, il a admis qu'il avait été amené ici pour changer ses préjugés. Après 2 jours ici, il a senti qu'il était en effet différent des autres Monogatari. Et tant qu'il ne pourrait pas clairement comprendre cette différence, il était trop tôt pour lever la main contre eux. YQIOU a changé sa vision de lui. Alors que Eori à la maison avait informé le grand-père de Yoma qu'il resterait probablement quel que soit le résultat. Cependant, son grand-père les a avertis que l'obscurité dans le cœur de Yoma était plus profonde qu'il ne le pensait. Il s'est excusé pour tout problème, mais espérait qu'il veillerait sur son neveu. YQIOU a rendu son écharpe, et Yoma a déclaré avec assurance qu'il avait encore une demi-journée pour changer son esprit et obtenir sa signature. Il a ensuite remarqué que les sentiments de YQIOU pour Botan étaient très humains, commentant qu'elle semblait vraiment aimer Botan. Ce commentaire l'a fait rougir et jeter une aiguille dans le ciel. L'ennemi Monogatari est apparu, et Nagi aussi. Voyant Yoma comme une obstruction, ils l'ont repoussé. Les 2 camps avaient un nombre égal de personnes, et Nagi pensait que YQIOU avait dû causer des problèmes pour les attirer. Suzeri savait qu'une bataille était inévitable, tandis que Yoma était piégé ailleurs. Nagi voulait faire une pause pour que YQIOU puisse faire sortir Yoma, mais se sentant sous-estimé, le groupe adverse a décidé de cibler Yoma en premier. Après cela, le groupe a dû se séparer pour se battre. Nagi a retenu le gars aux cheveux de coq pour que YQIOU puisse courir libérer Yoma. Suzeri a réussi à appeler Eori, et elle a amené Kusei avec elle. Elle espérait qu'après cet incident, elle serait capable de voir la vraie nature de Yoma. Quand un gars a jeté un crochet sur YQIOU, Suzeri l'a piégé en utilisant de l'encre. Quand un autre a utilisé des billes d'acier pour forer vers lui, Kagami a utilisé des miroirs pour le tromper. Soudain, Kagami a senti quelqu'un bouger dans le bâtiment et a averti YQIOU. Le grand gars avec des ciseaux à la place des mains est apparu, mais elle a réussi à esquiver. Pendant ce temps, Nagi était toujours dans un combat en tête-à-tête avec le gars aux cheveux de coq.
Naji a précisé que la façon dont il suit les humains est similaire à la façon dont leurs subordonnés suivent leurs ordres. Et la raison pour laquelle il les considère comme des ennemis à éliminer est qu'il torture les humains pour se divertir. Cependant, Yoma a entendu ce qu'ils ont dit, il s'est libéré du sort de YU. Quand le gars aux ciseaux s'est précipité pour l'attaquer, il a sauté et l'a fendu en deux. Quand les deux autres se sont précipités sur lui, il s'en est rapidement débarrassé et s'est précipité pour donner un coup de pied au gars aux cheveux de coq et l'envoyer voler. Le gars a vu que Yoma était comme lui, aimant tuer. Yoma ne l'a pas nié, mais était déterminé à éliminer tous les Monogatari qui menacent les humains. Yori comprenait maintenant un peu la nature de Yoma. Auparavant, à ses yeux, les Monogatari n'étaient que des objets nuisibles aux humains, mais il semble qu'il ait quelque peu changé. Elle croyait que son âme déformée pouvait encore être guérie. Elle croyait qu'il sauverait Botan, qui avait été autrefois sauvé par Monogatari. Le destin entre lui et Botan serait lié par leurs propres mains. Il y a des années, Botan était entre la vie et la mort. Son grand-père a donc confié ces 6 personnes pour la protéger afin qu'elle puisse profiter de la vie en tant qu'humaine. Nous apprenons que lorsque le grand-père de Yoma a appelé Yori, elle avait fixé une condition pour accepter la tâche de veiller sur Yoma. Maintenant, Yoma a la signature de YU. Il commence juste sa vie ici. Il se rend compte qu'il y a une autre connexion ici qu'il devra observer attentivement pour voir s'il y a des Monogatari en qui il peut avoir confiance. Botan est revenu en courant après avoir entendu dire qu'il avait collecté suffisamment de signatures. Il s'est tourné raide pour confirmer ce qu'elle avait dit et a demandé la permission de la saluer à nouveau. Elle a dû rire parce qu'il était en effet trop rigide. Pendant ce temps, les autres savaient que YU avait signé pour éviter d'affecter leur travail. Et ils ont également mentionné que cette époque approchait. Botan a informé Yoma que les membres de la maison cuisinaient à tour de rôle. Yoma sait assez bien cuisiner, donc il sera à l'aise avec ça. Soudain, ils ont rencontré YU et Eori. Eori a décidé de révéler l'accord secret entre elle et le grand-père de Yoma. Ils sont allés ensemble dans la pièce principale. L'alliance secrète qu'elle avait acceptée était qu'ils viennent ici en tant que leur superviseur. Et en retour, ils ont posé une condition pour le tester et l'évaluer pendant son année ici. Pour voir s'il était digne du poste qu'il recherchait. Botan le savait, mais YU l'a étouffé avant qu'elle ne puisse parler. Le poste qu'il recherchait était le maître de cette maison, ou en d'autres termes, le fiancé de Botan. Yoma s'est figé, confus, tandis que Botan ne pouvait que rougir. Botan pensait qu'ils plaisantaient, mais ils étaient tous sérieux. Ils ont révélé que c'était leur mission, car tous les 6 étaient des objets que Botan emporterait avec elle lorsqu'elle se marierait. Les signatures qu'il a obtenues signifiaient qu'il avait été approuvé. Son grand-père avait également approuvé, donc maintenant ils avaient juste besoin de son opinion. Évidemment, seul YU ne l'avait toujours pas accepté, et elle a averti qu'elle le transpercerait s'il blessait Botan. Cependant, il ne pouvait toujours pas accepter cette situation. Accepter immédiatement ne serait pas correct, mais refuser embarrasserait son grand-père. Alors il a demandé plus de temps pour réfléchir. Il a ensuite demandé la permission d'aller faire du jogging. Tout le monde pensait qu'il semblait gérer ça calmement. Botan craignait qu'elle ne se retrouve dans une position délicate à cause de cela pendant 1 an. Et elle ne pensait pas non plus que Yoma accepterait cette famille. Iori pensait que Botan s'inquiétait trop. Et c'était à cause de cette habitude qu'il craignait qu'elle ne reste célibataire. Au moins, ils ont vu que Yoma pouvait rester calme au lieu de paniquer. Bien que quand il a quitté la maison, il rougissait aussi et était toujours confus à propos de ce qui se passait. Le lendemain, Botan ne savait pas comment parler à Yoma. Et Iori aimait regarder Botan être ainsi énervé. Yoma a appelé son grand-père, pensant qu'il l'avait mis dans cette relation pour renforcer sa force mentale. Mais non. Son grand-père était juste inquiet parce que Yoma avait 21 ans et n'avait eu aucune relation amoureuse. Alors il a saisi l'occasion de faire une entremise avec Iori. Il a raccroché et est allé discuter de choses avec Iori. Mais elle et MQZ étaient sortis pour affaires. YU et Naji sont allés s'occuper des complices restants de la dernière fois sans l'appeler. Botan était sur le point de sortir quand elle a rencontré Yoma. Elle voulait qu'il ne tienne pas compte de ce que Iori avait arrangé. Et il a carrément dit que cela ne le dérangeait pas du tout, ce qui l'a fait partir assez triste. Suzuri pensait qu'il était stupide d'avoir dit froidement ces mots et d'avoir blessé Botan.
Même Kagami a pleuré et l'a frappé pour avoir dit ces choses. Il ne comprenait pas tout à fait ce que les deux voulaient dire. Bien que Botan ait entendu les mots clairs de Yoma, au fond d'elle, elle se sentait toujours quelque peu déçue. Soudain, elle a rencontré un Monogatari qui était le chef du groupe dont YQU et Nagi s'occupaient. Ils s'étaient occupés des autres, et l'un a révélé que leur chef avait dû attraper Botan, forçant les deux à se précipiter pour la sauver. Quand Botan a essayé de courir, l'autre l'a bloqué. Il était un cendrier et pouvait contrôler H pour l'arrêter, mais Yoma s'est précipité pour l'affronter. Il l'a repoussé, et à ce moment-là, les deux autres sont arrivés. Nagi a invoqué son épée pour le couper en deux, permettant à YQU de l'envelopper. YQU s'est précipité pour s'assurer que Botan allait bien pendant que Yoma apprenait que le groupe Monogatari essayait de s'autodétruire. C'est pourquoi ils avaient besoin de quelqu'un pour protéger Botan à leur place. Néanmoins, ils ont remercié Yoma pour avoir sauvé Botan. Il a ensuite tiré YQU à l'écart pour s'occuper de ceux qui restaient et qu'elle avait piégés à l'ancien endroit. Yoma a saisi cette occasion pour s'excuser auprès de Botan pour le malentendu. Il voulait dire plutôt qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de ce que le groupe de Taori a dit pour éviter les ennuis. Les deux à la maison ne savaient pas si Yoma avait fini de s'excuser. Parce que c'était le genre de personne qui ne savait pas comment choisir ses mots. Ce n'était pas qu'il essayait d'être froid ou indifférent. Il ne savait tout simplement pas comment lui expliquer les choses correctement. Elle a ri parce que les deux familles étaient assez mêle-tout, ce qui leur compliquait la tâche. Le lendemain matin, Nagi a fait des histoires parce que Yoma voulait mettre des talismans autour de la maison, pour empêcher les Monogatari ordinaires d'entrer. Nagi lui a dit que MQZ avait déjà mis en place une barrière autour de la maison. Donc les talismans n'étaient pas nécessaires. Mais puisqu'il les avait déjà mis en place, Nagi lui a fait tous les enlever. Suzuri s'est également souvenu que Aori et MQZ étaient allés rencontrer cette personne. Et espérait qu'il allait bien. Pendant ce temps, Aori et MQZ ont rencontré le grand-père de Yoma. Les trois ne s'étaient pas rencontrés depuis longtemps, et le but de cette fois était d'empêcher une entité nommée Kai. Cette entité était extrêmement dangereuse, et sa salutation était une attaque. Tous les trois étaient piégés dans plusieurs murs, mais des lames volantes ont été dissipées par le grand-père de Yoma. Il voulait que Kai arrête de saluer les invités de cette façon. Kai était l'un des trois grands Monogatari, si puissant qu'il devait être confiné ici. En échange, il pouvait désigner n'importe qui pour venir le divertir. Le bureau d'exorcisme l'a accepté comme un cas spécial, mais craignait son grand pouvoir. Ils ont donc demandé au Monogatari Itsuki de le sceller ici. Ces deux-là pourraient être appelés le duo Monogatari le plus fort. Kai était intéressé par le fait que Yoma reste chez Botan et voulait que tous les trois s'assoient et lui en parlent. Il avait du vin et de la nourriture prêts. Lorsque le grand-père a voulu trouver des excuses pour partir, Kai ne voulait pas le laisser faire et les a forcés à rester pendant plusieurs jours pour le divertir. Pendant ce temps, Yoma ramassait les talismans parce que Nagi pensait qu'il affecterait Botan. Mais quelque chose le dérangeait encore. Kai a révélé que l'envoi de Yoma chez Botan avait deux objectifs. Premièrement, corriger sa nature, et deuxièmement, équilibrer Botan. Parce que Botan était un humain entre la frontière des humains et des Monogatari. Sa proximité constante avec les Monogatari les a forcés à amener Yoma pour l'équilibrer. Yoma a découvert que son talisman avait brûlé, prouvant qu'il avait fonctionné pour empêcher les Monogatari d'attaquer. Kai a averti le groupe de Hiyori de l'apparition de ceux qui ont fait un pas en avant et leur a dit d'être prudents. Les deux qui ont détruit les talismans de Yoma étaient apparus et venaient pour lui. À ce moment-là, 4 Monogatari essayaient d'arracher les talismans de Yoma. Mais plus ils s'approchaient, plus ils étaient paralysés par cela. Yoma a été forcé de mentir qu'il était un fonctionnaire du gouvernement, plutôt que la personne qu'il recherchait. Quand il a fait semblant de se détourner, ils ont réalisé que le gouvernement ne serait pas au courant de la barrière. Mais il s'était retourné et avait scellé l'un d'eux, et prévoyait de capturer l'autre vivant pour obtenir des informations sur les emplacements de leurs complices. Cependant, il a fait une erreur. Celui-ci avait évité son attaque. Et celui qu'il pensait avoir scellé était toujours dehors. À ce moment, YQU a appelé Yoma pour lui demander combien de talismans il restait. Mais voyant qu'il ne répondait pas et que le talisman avait brûlé, elle savait que quelque chose s'était passé. Yoma pensait que ces deux-là visaient le Monogatari de Botan. Il était donc déterminé à ne rien dire. Cependant,
il voulait des informations sur lui et son clan plutôt que sur les autres. Car il rôdait autour de la maison de Botan depuis longtemps. Et ne savait pas pourquoi il était entré dans cette maison. Il se demandait si son clan visait le pouvoir que Botan possédait. S'il ne parlait pas, il déclencherait une guerre pour Botan. Il commença à dégainer ses armes pour riposter, se fichant de ce qu'il disait, sachant seulement qu'il visait Botan. Et les Monogatari qui visent les civils doivent être éliminés. L'homme réalisa que Yoma ne savait rien sur Botan. Et YQU est apparu pour leur expliquer pourquoi Yoma était là. L'homme s'appelait Eaji, et puisqu'il avait obtenu sa réponse, YQU voulait qu'il parte. Quand Yoma s'y opposa, YQU l'arrêta, disant que s'il s'impliquait, cela deviendrait un problème plus important. Ils avaient une mission pour enquêter sur les informations que leur employeur voulait. Eaji ne s'excuserait pas d'être allé trop loin, car cela faisait partie de son travail. Pendant que Yoma était occupé à planifier comment abattre ces deux-là s'ils se revoyaient. YQU l'a renvoyée chez lui en disant qu'elle s'occuperait du talisman restant. Sur le chemin du retour, il ne comprenait pas ce que Eaji voulait dire à propos du pouvoir de Botan. Il y avait encore des mystères à son sujet qu'il ne connaissait pas. Le lendemain, Yori s'est soudainement bien habillé pour aller à un rendez-vous avec Yoma. La raison était que 30 minutes plus tôt, Yori était revenu de chez Kai et avait entendu parler de l'interrogatoire de Yoma par Eaji. À ce moment-là, il a soudainement demandé à sortir avec elle pour en savoir plus sur Botan, mais a été rejeté parce qu'elle approchait de la date limite d'un rapport et n'avait pas encore terminé. Elle en fut la première, et Yoma a dû discuter plus tard de ces questions avec Yori et Kagami. Yori savait qu'il devrait finir par lui dire. Alors elle lui a dit d'attendre devant le dépanneur. La raison pour laquelle elle s'était habillée était de faire semblant d'être en couple avec lui et de suivre Botan. Ils avaient besoin de la suivre pour qu'ils puissent voir tout ce qui se passait autour de Botan quotidiennement. À la maison, il y avait une barrière, mais à l'extérieur, Botan devait toujours ressentir les regards des autres Monogatari. Il l'observait de toutes les directions, et elle devait l'accepter. Quand Botan est arrivé à l'école et a remis son rapport à temps, ses amis lui ont demandé si elle avait récemment fait la connaissance de garçons. Botan s'est souvenu de Yoma et ne savait pas ce qu'il avait dit plus tôt. Yori informait maintenant Yoma sur les Monogatari en gros. C'étaient des esprits qui possédaient des objets et gagnaient en puissance. Alors, que se passerait-il si un Monogatari avait un corps humain? Le pouvoir serait-il aussi grand que celui d'un dieu? Botan était un corps parfait pour que Monogatari le possède. C'est pourquoi ils ont créé une loi pour ne pas la toucher. Maintenant, il comprenait quelque peu les paroles de Eorze à ce moment-là. Et il voulait savoir si le groupe de Yori pouvait affirmer avec assurance qu'il n'avait aucune mauvaise intention en étant avec Botan. Elle voulait qu'il cesse de poser des questions qui sonnaient comme des blagues. Car Botan leur avait été confié il y a longtemps. Au cours des 3 premières années, lorsque la loi a été établie, Botan a dû vivre à l'intérieur parce que chaque fois qu'elle sortait, les enfants sensibles à ses pouvoirs auraient peur. Et les adultes frémiraient en sa présence. Pendant ce temps, des liens familiaux se sont formés entre 6. Ils ont passé beaucoup de temps à aider Botan à surmonter la peur de ceux qui l'entouraient. Puis plus de temps à aider ses pouvoirs à ne pas affecter les autres. À cause de cela, ils ont été reconnus par son grand-père. Il ne douterait donc probablement pas de la décision de son grand-père. Il était convaincu qu'il pouvait protéger Botan, ce qui a incité Kagami à sortir de sa cachette. Tous les deux pensaient qu'il semblait prêt à être le fiancé de Botan, puisque ces paroles signifiaient essentiellement rester aux côtés de Botan à vie. Botan est arrivé à ce moment-là et ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous les trois là. Eori a menti en disant qu'il s'agissait d'une fête de création de liens d'amitié. Quand Yuma a demandé à Kagami des informations sur les parents de Botan, personne ne les connaissait. Botan leur avait été confié par le grand-père depuis l'enfance. Et après sa mort, personne d'autre n'a prétendu être la famille de Botan. Le groupe est ensuite parti, et Botan savait que Yori avait parlé de son passé à Yuma. Elle craignait que Yuma ne la trouve étrange. Et elle était également préoccupée de l'avoir repoussé ce matin-là, craignant que cela n'ait créé des sentiments négatifs. Cependant, contrairement à ses pensées, il l'admirait. Elle était heureuse parce que Yuma était la première personne à l'admirer après avoir entendu parler de ce passé. Il a également vu à quel point le Monogatari proche de Botan était très semblable à ses propres frères et sœurs. Il n'avait donc presque plus aucun doute à leur sujet. Les rues commençaient à se remplir de neige. Alors que Botan devait encore aller à l'école,
Yuma a continué ses courses matinales. Le voyant porter des vêtements trop fins. Botan lui a donné un sac thermique pour éviter d'attraper froid. Au moment où ils ont quitté la maison, Eiji est arrivé et a été reçu par Suzeri. Kagami n'aimait pas Eiji parce qu'il avait gravement battu Yuma, le laissant meurtri. Eiji croyait temporairement que Yuma était venu ici juste pour s'entraîner et améliorer son personnage. Mais son client restait méfiant quant à leurs activités remarquables. Suzeri l'a habilement manipulé pour qu'il révèle que 3 forces ciblaient actuellement cette maison. Et il semblait que l'équipe de protection de Kyoto serait la première à agir. Après le départ de Eiji, Naji a félicité Suzeri pour avoir géré la situation et avoir extrait des informations de Eiji. Cependant, il y avait une chose que Eiji ne leur a pas dite. Il y a quelques nuits, il avait rencontré une femme monogatari portant un parapluie. Elle voulait des informations de Eiji. Mais il ne fournissait des informations qu'en échange d'informations. Il voulait voir comment cette famille surmonterait la tempête qui approchait. Le lendemain, Yuma devait rencontrer l'équipe de protection de Kyoto pour demander un permis d'exploitation. Son grand-père et d'autres l'ont mis en garde contre le chef d'équipe. Parce qu'il était un renard rusé. En les rencontrant, Yuma a vu un monogatari aux yeux bandés, dont le chef a expliqué qu'il était un cas spécial qu'il avait demandé pour aider au travail. 2 jeunes exorcistes présents, en apprenant que Yuma était issu d'un clan important, ont supposé qu'il était un jeune maître inutile incapable d'accomplir quoi que ce soit. On lui a ensuite montré comment fonctionnait cette équipe de protection. Et le chef d'équipe l'a informé qu'il pouvait avoir l'autorité d'exorcisme ici. Si nécessaire, il pourrait rejoindre l'équipe du chef car il manquait de personnel. Le chef avait également quelque chose à lui demander concernant la famille de Botan, alors que Botan était à l'école et se demandait s'il fallait faire une fondue ce soir-là. Yuma se voyait demander de l'aide par le chef, qui considérait Botan comme une menace. Si elle s'éveillait et devenait un monogatari, elle deviendrait le maître de tous les monogatari du monde. Et les conséquences seraient inimaginables. Le chef ne pouvait pas gérer Botan à cause de son grand-père et des gardes qui la protégeaient toujours. Mais puisque Yuma avait dépassé ses défenses et approché Botan, il était le seul à pouvoir sceller les gardes et s'occuper d'elle. Cependant, la réponse finale de Yuma a été le refus. Il ne la voyait pas comme un monstre et ne détestait pas cette famille, alors il a refusé à nouveau. Le chef a utilisé des sorts pour l'entourer et lui a donné une dernière chance. Mais la réponse était toujours non, alors il a fait exploser les sorts. Quand une personne cesse de précipiter en avant, elle a immédiatement reçu un coup de pied de Yuma. Il a révélé les cicatrices sur son corps comme preuve qu'il n'était pas un jeune maître inutile, incapable de faire quoi que ce soit. Son expérience de combat était aussi vaste que celle d'un maître. Le chef a vu qu'il n'était pas facile à gérer car il pouvait se battre à la fois avec les arts martiaux et les sorts. Alors il a invoqué de nombreuses marionnettes sous son contrôle, qui ne servaient qu'un seul but. User l'endurance de Yuma afin que le chef puisse utiliser la magie pour le lier. Cependant, Yuma voulait savoir qui était la fille derrière. C'était la fille du chef. Et quand son père lui a demandé si elle voulait participer, elle a refusé. Sans hésitation, il a donné un coup de pied à une personne qui volait en direction de celle-ci. Quand une autre personne a lancé une attaque, il l'a attrapée et l'a jetée. Il a également sorti son arme et abattu 2 ennemis qui approchaient. Le chef a reconnu cette arme comme l'arme secrète de sa famille, appelée Tanganam. Il avait généreusement révélé la technique secrète de sa famille, montrant qu'il était mentalement préparé. Le chef avait entendu parler de sa tragédie et a remarqué qu'il avait nourri cette haine plus qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Naji faisait des courses pour les ingrédients de la fondue et a dit à Suzeri que Yuma avait commencé à se battre depuis l'âge de 12 ans. À cette époque, il s'était instruit lui-même et avait risqué sa vie en chassant les monogatari. À 18 ans, il a vaincu à lui seul un monogatari, considéré comme aussi puissant qu'un clan entier. Yuma avait maintenant affaire à tous les monogatari que le chef contrôlait. Mais au lieu de laisser ses subordonnés agir, le chef a invoqué un autre monogatari contrôlé. Il a reconnu ce monogatari comme Yejin, la fille avec qui lui et Suzuri avaient négocié auparavant. Il ne s'attendait pas à la rencontrer dans ces circonstances. Elle a continuellement lancé des coups de pied sur lui, mais ne voulant pas lui faire de mal. Il s'est seulement défendu au lieu de contre-attaquer avec son arme.
Le chef a remarqué sa compassion pour les monogatari. Alors qu'il pouvait être impitoyable envers les ennemis, il hésitait avec les connaissances. Le chef pensait qu'envoyer Yoma ici l'avait rendu faible plutôt que mûr. Alors que le chef prévoyait de le piéger comme une marionnette pour un contrôle facile. Yoma a accepté l'attaque de Yejin et a frappé son œil. Puis a saisi tous les talismans que le chef a lancés. Et a donné un coup de pied à son subordonné dans la bouche avant de pointer son arme sur le chef. Yejin est revenu à la normale car la frappe de Yoma avait ciblé le sort de liaison du chef sur elle. La fille du chef se souvenait avoir rencontré les frères et sœurs de Yoma auparavant et avoir entendu parler de lui. Le voyant maintenant correspondre à ces histoires, elle a conseillé à son père d'arrêter. Disant que si Yoma se battait sérieusement, il perdrait sûrement. Elle a même offert d'aider Yoma, car elle le trouvait intéressant. Le chef a ensuite réveillé son subordonné, riant et affirmant que ce n'était qu'un test avant de délivrer le permis de Yoma. Il s'est excusé d'avoir mal parlé de la famille Batan, disant qu'il craignait de ne pas pouvoir tromper Yoma, mais l'a trouvé plus facile à tromper que prévu. Il a décidé de laisser Yejin aux soins de Yoma. La fille a donné à Yoma ses coordonnées pour discuter de ses frères et sœurs un jour. Et s'est présentée comme Tsubaki. Puisqu'Yejin ne comprenait pas ce qui s'était passé, Yoma expliquerait sur le chemin du retour. En rentrant chez lui, tout le monde était toujours préoccupé par le hotpot. Yejin s'inquiétait d'être dans une maison de démons qui chassait son espèce. Il lui a demandé de supporter pendant une journée, car sa famille viendrait la chercher demain. À l'intérieur, Batan s'inquiétait en voyant son état ébouriffé. Yoma a pensé à la façon dont les yeux du père de Tsubaki ne semblaient pas mentir. Il voulait vraiment éliminer Batan. Batan a pris des bandages pour lui, et il a demandé si Yejin pouvait rester pour une journée. Voyant les vêtements déchirés et la beauté de Yejin, elle a soupçonné ce qu'il aurait pu lui faire, alors Yoma a dû expliquer. MQZ était rentré complètement ivre. Tandis que Naji a profité de l'occasion pour obtenir le numéro de Yejin pour se lier d'amitié avec elle. Le lendemain matin, d'autres sont allés faire du shopping tandis que Yori est resté pour surveiller MQZ. Yoma a demandé la permission d'emmener Yejin quelque part. Yori a insisté pour que Batan l'accompagne, disant qu'il n'était pas approprié pour lui d'aller seul avec une beauté. Yejin voulait également qu'elle vienne parce que les yeux de Yoma étaient effrayants. Les trois ont visité l'endroit où Yejin avait vécu avec son maître quand elle n'était qu'un broyeur de médicaments. Bien qu'elle ne se souvienne pas clairement du visage de son maître, elle avait un fort sentiment à propos de cet endroit. Elle était revenue plusieurs fois. Mais n'est jamais entrée, être à l'extérieur était suffisant pour elle. Yejin a ensuite demandé à partir plus tôt, ne voulant pas prendre plus de temps au tourtereau. Mais ils ont dû expliquer que les fiançailles avaient juste été arrangées par le groupe de Yori. À la gare, Yejin a remercié Yoma pour toute son aide. Mais il considérait cela comme faisant partie de son travail. Yejin lui a dit qu'elle pensait que Batan ressemblait beaucoup à un maître. Et sûrement tous les monogatari doivent voir la même lumière en Batan qu'elle a vue. Elle espérait qu'il protégerait bien Batan. Cet après-midi, Batan a remercié Yoma de l'avoir emmené et de l'avoir aidé à apprendre beaucoup de nouvelles choses. Elle a ensuite demandé à Yoma pourquoi il détestait autant les monogatari. Il a remarqué que Yori ne lui avait pas dit, alors il a décidé d'expliquer. Ses frères et sœurs jumeaux ont tous deux été tués par un monogatari qui l'ont rencontré sur la route. L'image de cet être empalant ses frères et sœurs et riant avec arrogance était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Batan s'est excusé d'avoir évoqué de mauvais souvenirs, mais a dit qu'il aurait dû lui dire plus tôt. Il comprenait maintenant ce que le vieil homme voulait dire quand il disait qu'il y avait de nombreux types de monogatari. Batan a également noté à quel point il avait changé depuis leur première rencontre. Il était très différent de son impression initiale. Ses mots à l'époque avaient été vraiment blessants. Mais maintenant, elle avait de grands espoirs pour sa transformation complète. Il a senti plusieurs regards dans leur direction, dont un avec une intention de tuer. Les trois autres ont dit à YQU d'arrêter de faire pression sur eux. Mais elle ne pouvait pas accepter que Batan sorte avec Yoma. Batan voulait également qu'il l'appelle par son prénom au lieu de son nom de famille. Le groupe a dû retenir YQU avant qu'elle ne puisse menacer Yoma. Peu de temps après, l'équipe de protection de Kyoto a découvert des traces de monogatari torturant des humains à mort. Puisque les marionnettes qu'il a envoyées ont été détruites, il doit y avoir au moins 3 coupables. Il soupçonnait que l'une des 3 factions que Eiji avait mentionnées auparavant était derrière cela. Le lendemain,
Battant a averti Yoma d'être prudent car il revenait toujours blessé. Quand il a essayé d'appeler Battant par son nom, il a senti une intention de tuer. Battant a dû interdire à YQU de causer des problèmes avec Yoma puisqu'elle avait donné la permission. Ils sont tous les deux sortis en mission par la suite. Yoma savait que cette mission devait être difficile si lui et YQU étaient appelés à y aller ensemble. Elle les a informés qu'il affronterait Tunjinbe, un gang important à Kyoto. Ces personnes possédaient toutes des outils de torture et d'exécution comme vaisseau. Il y a 4 ans, l'équipe de protection a dû concentrer ses forces pour les réprimer. Mais cet incident semblait être causé par 3 membres restants de ce gang. La raison pour laquelle ils ont laissé Naji et les autres à la maison était parce qu'ils soupçonnaient que le gang pourrait cibler Battant. Yoma se sentait à l'aise car il pouvait battre ces types sans avoir à écouter leurs pensées. Il a ensuite rencontré à nouveau Tsubaki, qui l'aiderait dans cette mission. YQU était sur le point de signaler que Yoma flirtait avec des filles partout où il allait. YQU et Tsubaki se connaissaient toutes les deux d'avant. Elle a informé que Tsubaki serait le prochain chef de l'équipe de protection. Donc maintenir de bonnes relations avec elle serait bénéfique. Quand Yoma a remarqué que personne d'autre n'était là, Aoji a expliqué que seulement 3 personnes participeraient. Les 2 de son côté fourniraient des conseils mais ne s'engageraient pas dans le combat. D'autres membres répandaient des talismans dans toute la ville pour chercher, tandis que les 3 formeraient une équipe distincte pour enquêter sur la cachette du gang. Tous les 3 ont été amenés là-bas. Et Yoma pensait qu'il était impressionnant que Aoji enquête lui-même sur cette zone. En fait, Yoma était la cause de ces incidents récents. L'équipe de protection n'avait pas dérangé Saojinbe auparavant parce qu'il était resté discret. Mais depuis que Yoma est arrivé et a battu le type Mohawk et le H-Sweeper, ils étaient devenus mécontents et s'étaient soulevés parce que ces 2-là étaient membres de Saojinbe. Les 3 membres de Saojinbe s'étaient maintenant montrés. Yoma leur demandait toujours pourquoi ils blessaient les gens. Et ils ont simplement dit qu'ils le faisaient parce qu'ils aimaient ça. Et que c'était leur devoir en tant qu'outil de torture. Ils avaient prévu de tendre une embuscade à l'équipe de protection. Mais n'ont pas pu extraire d'informations de leurs captifs, alors ils ont attendu là. Yoma a estimé qu'il n'était plus nécessaire de se retenir contre eux. Tsubaki voulait également témoigner du véritable pouvoir de Yoma là-bas. Elle voulait voir s'il était la personne qu'elle attendait. Quant à Aoji a essayé d'éviter de se battre. Tsubaki lui a collé un talisman dessus. Et s'est précipité vers la femme forte derrière. L'utilisateur du feu devant s'est précipité sur Tsubaki, tandis que celui aux cheveux flous s'est jeté vers le bas, voulant combattre Yoma. Il ne voulait pas gaspiller de mots et voulait régler ce problème rapidement avec YQIOU. Pendant ce temps, Aoji a essayé d'utiliser des mots pour éviter de se battre. En fait, elle n'aimait pas Aoji depuis longtemps parce qu'il était trop rusé et égoïste. Et il léchait aussi les bottes des humains. Après s'être entendu insulter, Aoji n'a plus montré aucune retenue. Et a appelé ses coéquipiers à attaquer. Yoma et YQIOU se sont coordonnés pour lancer une épingle à cheveux sur sa main. Et elle a réussi à en lancer une autre sur son cou. Bien qu'il ait été tordu, il pouvait encore se remettre car il avait évolué pour régénérer son corps. Il a poussé YQIOU sur le côté et a remarqué que sa lame était devenue plus courte. En raison des ciseaux de Yoma qui la coupaient. Ces ciseaux provenaient de la porte menant au royaume Yakai. Donc tout ce qui était coupé par eux serait renvoyé au royaume Yakai. Et disparaîtrait complètement du monde humain. Il a ensuite manipulé sa lame pour entourer le corps de Yoma. Mais juste au moment où elle était sur le point de toucher son cou, la lame s'est arrêtée. Pendant ce temps, Tsubaki avait fini de s'occuper de l'utilisateur du feu. Parce que sa cible poursuivie était plus forte. Elle a remarqué que Yoma était similaire à elle dans la poursuite du Yakai au parapluie en papier. Il avait coupé la masse de l'âme. La femme musclée était distraite en regardant Tsubaki et a été maîtrisée par le coéquipier de Eiji pendant qu'il lui portait un coup de grâce. Le coéquipier de Eiji a perdu une autre couche et il ne lui en restait plus que 3. Seul le Yakai à lame de rasoir restait. Il a décidé d'utiliser sa forme finale, transformant son corps en un monstre. Mais YQIOU était revenue et elle avait enveloppé toute la maison dans une épingle à cheveux. Et a fait signe à Yoma de reculer. Il a dit qu'il comprenait, mais quand elle a chargé vers l'avant, il a fait de même.
Elle a été forcée de changer sa stratégie de combat et lui a jeté tout le bâtiment dessus. Il a été poussé vers Yoma qui l'a coupé en deux. Tandis que Yoma avait sauté et évité tous les objets du bâtiment pour atterrir en toute sécurité. Ensuite, YU cesse de disputer avec Yoma parce qu'il ne comprenait pas ses intentions. Elle lui a dit de reculer, mais il a chargé pour se battre. Botan lui avait clairement dit de faire attention à ne pas se blesser. Mais il agissait de manière plus imprudente que réfléchie. Le Yaquet à lame de rasoir n'était pas encore mort et rampait à travers la forêt. Mais malheureusement pour lui, le chef de l'escouade de protection l'a trouvé. Le chef a vu son potentiel et aurait pu l'utiliser pour quelque chose. Mais parce qu'il a osé se rebeller et agir de son propre chef. Pour le chef, il n'était plus rien d'autre que des ordures maintenant. Il a été éliminé et Tsubaki a appris plus tard de son père que le Yaquet à lame de rasoir avait été complètement éliminé. Tsubaki a révélé sa raison de poursuivre le Yaquet parapluie en papier. Les frères et sœurs de Yoma tenaient une place très importante dans son cœur. Elle s'était toujours ennuyée avec les êtres faibles. Et ses frères et sœurs étaient deux personnes qu'elle reconnaissait, elle les considérait donc comme sa joie. Parce que le Yaquet parapluie en papier avait volé sa joie, elle voulait s'occuper de lui. Elle voulait que Yoma vienne avec elle pour traquer ce Yaquet. YU savait que cette douce invitation tenterait facilement Yoma. Mais s'il passait de ce côté-là, il serait définitivement vidé de son énergie par Tsubaki. Parce qu'elle était comme son père. Ils exploiteraient tout ce qui est sous leur contrôle et les videraient complètement. Yoma l'a remercié pour l'invitation mais a refusé. En partant, YU lui a demandé de ne pas avoir l'intention d'aller avec Tsubaki. Même s'il chasserait toujours le Yaquet parapluie en papier. Il a expliqué qu'il avait promis à ses frères et sœurs qu'il vaincrait cet ennemi avec sa propre force. De plus, il est resté à cause de Botan. YU pensait qu'il commençait à avoir des sentiments pour Botan, bien qu'il ne s'en soit pas rendu compte lui-même. En rentrant chez lui, Yoma a été réprimandé pour avoir eu trop de blessures. Quelques jours plus tard, Yori a annoncé que la famille célébrerait un festival. D'autres sont allés faire du shopping tandis que Botan et Yoma ont été chargés de trouver un grand pot dans la maison. Eori voulait que Botan profite de cette occasion pour progresser avec Yoma. Fournissant même une liste de suggestions. Elle craignait que Yoma ne soit trop direct et trouve ses actions étranges. Mais elle pensait que Yoma ne ferait probablement pas attention aux questions romantiques de toute façon. Pendant ce temps, Yori a acheté de la viande avant les femmes au foyer en étendant son bras. YU voulait vraiment rentrer tôt pour empêcher les deux d'être seuls trop longtemps. Kagami a utilisé le miroir de visualisation Yaquet pour choisir le plus petit poisson. Suzuri a utilisé ses compétences de négociation pour acheter à des prix moins chers. Et pour que Nagi achète de l'alcool, il a dû avoir un concours de boissons avec le commerçant. Pendant ce temps, Botan a vécu des moments difficiles avec Yoma. De leurs mains se touchant en transportant des choses à lui se tenant juste derrière elle en obtenant des articles. Elle ne voulait pas être la seule à se sentir embarrassée alors que Yoma restait indifférent. Mais elle a compris que c'était juste sa façon d'être et a laissé tomber. Plus tard, elle a essayé de trouver un autre endroit et a laissé tomber une note d'indice, que Yoma a lue. Botan a dû expliquer que c'était le stratagème de Yori. Alors qu'elle pensait qu'il s'en moquerait, il a soudainement détourné le visage, la rendant méfiante. Remarquant sa façon étrange de parler, elle a réalisé qu'il était embarrassé et a essayé de voir son visage. Mais il a continué à le cacher, ce qui a conduit à ce qu'ils tombent l'un sur l'autre. Ils rougirent en se regardant. Mais une aura meurtrière émanait de la porte, il a fini par être enveloppé dans des épingles à cheveux. Le doyen du quartier était rentré après avoir joué aux échecs avec MQZ toute la journée. Quand il a entendu qu'il cherchait une grande marmite, il a mentionné qu'il l'empruntait toujours et ne l'avait pas encore rendue. Iori ne s'en est souvenu qu'après, au grand mécontentement du groupe de Yoma. Maintenant qu'il avait la marmite, la famille organisa une fondue. Voir tout le monde manger ensemble fit sentir à Yoma qu'il était une vraie famille. Botan s'est ensuite enivré et s'est accroché à Yoma, ce qui a incité Nagi à rejoindre YQI dans le club anti-couple. Botan a ensuite été emmené pour dessouler, et elle s'est excusée pour les événements de la journée. Mais Yoma a tout mis sur le dos de Iori, il a mentionné que chaque famille semble avoir ce genre de figure de sœur, car sa propre sœur plaisantait aussi sur les amis de sexe opposé. Yoma trouva cette maison animée et intéressante, notant qu'il n'aurait probablement pas remarqué ces choses auparavant. Ils furent tous deux ramenés pour continuer à manger.
Quand Botan s'est réveillée à mi-chemin, elle a vu que la fête était finie et que tout le monde dormait. Une pince à cheveux est tombée, lui rappelant son passé douloureux. Mais voyant Yoma dormir paisiblement, elle l'arrangea. Le lendemain, Botan accompagna Yoma car il devait se rendre à l'équipe de protection pour commander du matériel. Cet équipement pourrait le protéger des attaques ennemies. Tout comme Tsubaki était resté intact malgré avoir été touché par des attaques de feu. Il avait lu des articles sur les modèles et appris qu'il y aurait un test de compatibilité avant de commander. Sur place, ils rencontrèrent Tsubaki, qui les taquina en leur disant qu'il avait l'air d'un couple avant de les conduire à l'étage pour essayer la tenue. Ils furent emmenés à la boutique de Monogatari, où ce Monogatari de la couture créerait des tenues avec des caractéristiques comme un autre Monogatari. Tsubaki leur montra comment cela fonctionnait, un morceau de tissu se transformant en une tenue. Il suffisait d'établir une relation entre les deux parties pour le contrôler. Bien que Yoma hésita à laisser un Monogatari s'attacher à lui, il se gifla les joues pour se calmer, décidant que si cela réduisait ses blessures et inquiétait moins Botan, il le ferait. Il décida alors d'avoir une bagarre avec un tissu, qui se transforma en poing et le frappa en retour. Après avoir échangé des coups, les deux camps comprirent la force de l'autre. Et Yoma négocia avec le tissu pour qu'il devienne sa tenue. En partant, Yoma avait une nouvelle tenue qui n'était pas très différente de son ancienne. Quelques jours plus tard, Yoma accepta d'aider Botan avec certaines activités du club. Il l'aida à réparer le panneau du club, et Botan dut le faire passer pour son cousin. Ses amis se demandaient si elle avait apparemment beaucoup de frères et sœurs, ce qui l'a forcé à éloigner Yoma. Plus tard, lorsque ses amis sont revenus la chercher, elle a dit à Yoma de partir en premier. Il trouva la vie scolaire assez énergique. Pendant ce temps, Suzuri et Naji étaient aussi à l'école. Quand Naji découvrit soudainement la fille Itsuki là-bas, elle lança un sort à Yoma, le piégeant dans une barrière où il rencontra Kai. Kai est venu rencontrer Yoma et tester ses capacités. Bien que Yoma ne comprit pas tout, il savait qu'il devait s'en occuper si un Monogatari ciblait des humains. Yoma esquivait continuellement, remarquant que son corps se sentait plus léger grâce à sa nouvelle tenue. Les objets que Kai utilisait sans cesse pour l'attaquer prouvaient que Kai était à la fois une armure et une arme de samouraï. Yoma a continué à contrer les attaques de Kai et à charger vers l'avant, mais a reçu un coup de tête d'un casque invoqué par Kai. Il réalisa que Kai pourrait être l'un des 3 grands Monogatari de Kyoto. Naji est allé chez Itsuki et lui a demandé pourquoi elle était là et où était Kai. Itsuki expliqua que Kai jouait avec Yoma à l'intérieur. Et puisqu'il trouvait Yoma faible, il pourrait simplement l'achever sur place. Itsuki n'autoriserait personne à interférer avec Kai. Elle serait donc l'adversaire de tous les deux s'il avait l'intention de perturber. Kai ne croyait pas que quelqu'un d'aussi faible que Yoma pouvait être celui qui avait dit qu'il détruirait le Monogatari de papier. Quand Yoma lui demanda s'il savait qui était cette personne, Kai évita délibérément de répondre directement, et dit seulement que le désir de vengeance de Yoma était trop superficiel. Yoma utilisa des talismans pour l'entraver, puis se précipita hors de la fumée pour le frapper, mais fut rapidement attrapé par la tête et jeté au sol. Naji et Suzuri ont également couru là-bas, tandis que Naji pouvait encore se battre contre Kai. Quand il vit Itsuki se faire prendre, il arrêta de se battre. Itsuki annonça que le temps était écoulé, alors Kai fut scellé et attaché à nouveau. Yoma voulait que Naji explique tout clairement, mais devait d'abord être relâché. Pendant ce temps, Botan entendit des membres du club parler de Yoma. Ils le trouvaient tous beau et voulaient le garder là. En entendant cela, Botan renvoya tout le monde chez soi pour pouvoir fermer à clé. Naji expliqua à Yoma que Kai le saluait simplement à sa manière. Sa personnalité a tendance à être excessive, alors il a combiné divertissement et salutation. Naji était surpris que Itsuki soit assez faible pour tomber d'une simple pichenette. Concernant l'affaire du Monogatari de papier, Kai déclara directement que Yoma n'était pas encore assez compétent pour recevoir des réponses de sa part, disant que Yoma n'était même pas aussi fort que lorsque ses frères et sœurs avaient été tués. Une partie de la raison était que Yoma refusait d'utiliser ses propres armes, et utilisait à la place les deux laissées par ses frères et sœurs. Botan passa près de l'endroit où se trouvait Yoma et se cacha dans un coin pour écouter. Kai mentionna que garder Yoma près de Botan était trop cruel,
parce que le Monogatari de papier avait tué les frères et sœurs de Yoma à cause de Botan. À ce moment-là, Botan avait perdu foi en les humains. Ce qui a également rendu les Monogatari insatisfaits des humains. Nagi et Suzuri se sont mis en colère et ont voulu se battre contre Kai. Mais Itsuki le scella et l'entraîna, s'excusant pour ses mots. Après que Kai ait été ramené dans son confinement, Yoma demanda quelques jours de congé, ce que Suzuri approuva. Les mots de Kai étaient censés être de simples rumeurs. Mais il ne pouvait pas éviter la possibilité qu'ils soient vrais. Même sans connaître la vérité exacte, Yoma s'en soucierait toujours parce que cela impliquait ses frères et sœurs. Seuls les membres de haut rang connaissaient la vérité. Tandis que les représentants Monogatari du bureau d'exorcisme comme eux ne pouvaient rien savoir. Dans les jours suivants, Yoma n'était pas revenu, et Botan était déprimé. Elle ne savait pas quelle expression Yoma avait à ce moment-là. Et craignait que si elle était vraiment liée à la perte des Yoma, elle ne pourrait plus jamais lui faire face. Par conséquent, elle est allée trouver Tsubaki pour rencontrer son père. Botan voulait lui demander si elle était la raison de la mort des frères et sœurs des Yoma. Il a dû lui expliquer, et en partant, il a mentionné qu'il avait entendu parler de la disparition des Yoma, et a révélé que Yoma était là depuis quelques jours. Yoma est donc entré il y a quelques jours. Il était venu là-bas en disant qu'il était encore inexpérimenté et qu'il voulait s'entraîner. Le père renvoyait maintenant Yoma chez lui parce que le fait qu'il soit coincé l'a été problématique. En partant, Yoma a entendu que Botan était au courant de la situation et est venu le confirmer. Ce qu'il a trouvé assez courageux. Il a avoué qu'il n'avait jamais douté de Botan et considérait les paroles de Kai comme annonçant. Il savait seulement qu'il n'était pas encore complet. Et que la prochaine fois, il devrait forcer Kai à révéler les informations. Botan admirait sa capacité à rester stable sur son chemin sans se perdre. Elle a révélé pourquoi elle ne faisait pas confiance aux humains avant d'avoir été kidnappée à l'âge de 7 ans. Des parents étaient venus l'adopter, une parente éloignée et la sœur de son père. Elle a choisi de leur faire confiance, et sa tante est celle qui l'a emmenée. Car l'homme était celui dont il fallait se méfier. Botan a été ramené chez elle par sa tante, qui a décidé de l'élever comme une personne normale, loin des Monogatari. Pendant que le groupe de Eori la recherchait, elle a eu une vie heureuse avec sa tante, la considérant presque comme une seconde mère. Cependant, ces jours ont soudainement pris fin lorsque sa tante et Botan ont rencontré un accident causé par cette personne. Botan a été tellement choquée en voyant la mort de sa tante qu'elle a perdu ses souvenirs de ce moment. Quand elle a repris conscience, tout était terminé et elle était avec tout le monde. À partir de ce moment-là, elle a commencé à perdre confiance dans les gens, craignant la trahison et le fait de voir mourir des êtres chers. Yoma voulait que Botan lui fasse confiance. Il a promis qu'il ne la trahirait jamais et le prouverait en la protégeant. Yoma a montré un sourire qui a surpris Botan parce que c'était la première fois. Elle l'avait vu sourire si brillamment, même YU pensait qu'il n'avait pas ses muscles faciaux. Se sentant légèrement offensé, il est parti. Eori, qui avait tout entendu de derrière, a vu que les choses semblaient progresser. La relation entre Botan et Yoma avait franchi une nouvelle étape. Quels défis attendent ces deux-là? Vous pouvez en savoir plus dans la partie 2 de Mononogatari. Au revoir.